Aujourd'hui, dans Parlons-en donc, la France à 5 jours de l'un des rendez-vous les plus importants de son histoire récente, second tour d'élections législatives qui pourrait permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir par les urnes, du jamais vu. On connaîtra les candidatures ce soir à 18h. Quel visage aura le front républicain qui s'organise à gauche et dans une moindre mesure au centre? À quelle recomposition politique faut-il s'attendre à l'issue de cette séquence inédite? Que dit-elle plus largement des Français et de leur état d'esprit? Jusqu'à 10h45, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui avec Erwan Lecoeur, Gilles Candard et Flore Simon. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour à tous les trois et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Erwan Lecoeur. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'extrême droite. Je signale un livre qui sort dans 2 semaines, Écologie ou barbarie chez Les Petits Matins. Et vous avez collaboré à Élections et Partis qui est sorti au PUF. Bonjour Gilles Candard. Bonjour. Historien, spécialiste de la gauche, auteur de Pourquoi la gauche de la commune à nos jours qui est aussi sorti au PUF. Et puis Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Paul. Du service politique de France 24. Vous jouerez si vous voulez bien la carte au centre pour cette discussion. Avant de revenir sur les stratégies des appareils politiques et notamment de la question des désistements pour ce second tour, j'aimerais bien qu'on parle des Français, de ce que ce vote a dit de la France de 2024, précipité malgré elle dans ce tourbillon qui a suivi la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Et il y a un mot qui revient beaucoup depuis quelques jours, ce mot c'est la colère. On sent qu'il y a une colère des Français dans le vote, bien sûr, mais on sent peut-être, on peut commencer avec vous, Erwan Lecoeur, on sent qu'il y a de la colère des Français les uns vis-à-vis des autres. Oui, il y a ce que j'appellerais des clivages très nouveaux et très durs qui se sont mis en place au cours des 10 dernières années dans ce pays, comme dans d'autres d'ailleurs. On peut voir aux États-Unis, on peut voir en Inde, on peut voir dans pas mal de pays du monde, un phénomène médiatique et politique de clivage à la fois construit, socialement un clivage ça se construit, hein, c'est les uns contre les autres, ce sont des clivages à la fois ethniques, je dis ethniques et pas racistes, hein, les races n'existent pas, par contre les ethnies, la création de telle ou telle ethnicité, c'est un terme sociologique, ça fonctionne très très bien et malheureusement depuis une vingtaine d'années dans le monde entier. Tout le monde se replie sur des identités bricolées, fabriquées, diverses et variées. En France comme ailleurs, on voit bien ce phénomène communautaire et pas seulement à l'extrême droite. Donc on a là un phénomène qui est également amplifié par un phénomène médiatique, un phénomène social pour le coup, l'émergence des télévisions privées en France, notamment du groupe Bolloré, l'émergence des réseaux sociaux numériques qui ne sont pas du tout une mince affaire. Il y a sur les réseaux sociaux numériques, sur Internet et sur les réseaux de discussion, il y a une façon de se parler, une façon de s'opposer, d'être dans une vérité absolue, dans chacun sa vérité, les fake news et autres. Il y a un relativisme intégral de toutes les valeurs qui composaient jusqu'ici le terreau social qui nous unissait. Et donc, oui, on a l'impression d'être dans un pays plus que divisé, je dirais, mis dans une sorte de lessiveuse, un chaos spécialement entretenu. Et j'ai coutume de dire avec Christian Salmon on s'est créé des personnages médiatiques et politiques absolument insupportables, que j'appelle tyranniques. Hein, il parle de bouffons tyranniques. Et parmi les bouffons tyranniques, on voit bien que la tripolarisation de la France en politique depuis 10, 15, 20 ans maintenant, avec une Le Pen qui tient son rôle de droite autoritaire, un Macron qui a tenu son rôle au centre libéral et techno, et un Mélenchon qui a tenu son rôle de gauchiste qui récupérait à la fois une partie de la gauche et de l'écologie. Eh bien, ces trois bouffons tyranniques ont malmené la France médiatiquement et politiquement, et quelque part le pays, avec le chaos engendré par la dissolution, est dans une sorte de confusion permanente. Le confusionnisme a gagné finalement, et on en voit le résultat. C'est que ceux qui étaient le plus en colère, pas seulement les pauvres. J'entends beaucoup dire c'est un vote de pauvres, le Rassemblement national. C'est faux. C'est faux. Les plus riches votent également Rassemblement national et à l'extrême droite. On va y revenir sur cette moyennisation du vote Rassemblement national. Gilles Candard, l'historien que vous êtes, est-ce que vous avez déjà ressenti, ou est-ce que dans l'histoire, on a connu ce niveau de colère des Français? Pas tant dans l'expression de leur vote, bien sûr, c'est important, on va y revenir, mais dans le rapport des uns par rapport aux autres.
Je ne sais pas, moi je souscris aux analyses que vient de développer Erwan Lecoeur. C'est sûr qu'on sent qu'il y a une crise, je dirais, pour employer des vieux mots, une crise de la République, une crise de la démocratie, une crise justement de tout ce qui faisait un peu médiation entre les citoyens et la vie politique. La crise du vivre ensemble. Une crise des partis politiques. Les syndicats, c'est peut-être moins grave, mais enfin, ils ont aussi des difficultés. Une crise de la vie associative. Enfin, n'importe qui vit qui s'occupe d'une association, c'est très bien qu'il est beaucoup plus difficile que jadis de réussir à faire vivre, à réunir les gens, à se parler, à intervenir dans la vie de la cité. On voit bien qu'effectivement, il y a une atomisation de la société et une montée des ressentiments qui est extrêmement forte. Alors bien sûr, il y a eu d'autres crises graves dans la vie politique française, que ce soit au moment des décolonisations, au moment de la crise des années 30. Mais je dirais qu'à l'époque, il existait effectivement des forces médiatrices puissantes. Les partis politiques, c'était quelque chose. Hein. Le premier Front populaire, Parti communiste, Parti socialiste, Parti radical, ce sont des grandes forces, et même dominantes peu dans la société française de l'époque. La grande révélation, c'est qu'elles arrivent à se lire. Là, justement, aujourd'hui, on est dans un moment où il faut comme réapprendre la démocratie, la citoyenneté, et ce n'est pas très facile, parce que je pense que personne n'a de réponse toute faite. Hein. Se tourner vers les citoyens, essayer de nouvelles pratiques, l'humilité, disons, certainement des militants. Alors, ça tranche par rapport, justement, à ces bouffons tyranniques. On voit que ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie politique actuellement. Mais c'est pourtant nécessaire. À l'image de la colère, du ressenti qu'il peut y avoir, Flore, des Français les uns vis-à-vis des autres, on voit dans cette campagne à 1000 à l'heure, pressurisée par ce timing inédit dans l'histoire de la 5e, que le débat politique en est l'illustration. On sent qu'on est passé, et j'entendais quelqu'un le dire à ce sujet, de l'adversaire politique à une forme d'ennemi politique dans le débat. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que même les mots sont posés. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le camp macroniste, l'ennemi, c'est le Rassemblement national. Ils disent l'ennemi. Pour Jordan Bardella, l'ennemi, c'est aujourd'hui les Insoumis, et notamment avec la figure de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour revenir sur cette colère aussi, ce que je voulais dire d'un point de vue social, c'est qu'on a vu aussi une violence, et notamment depuis les émeutes après la mort de Naël l'année dernière, une violence, je trouve, des mineurs et des jeunes qui est de plus en plus forte, en fait. Et on voit là aussi que c'est une forme de colère qui s'exprime, dans le sens où on voit que finalement les limites sont aujourd'hui beaucoup plus élargies avec ces mineurs. Parfois, enfin, la jeune fille qui s'est fait violer, qui avait 12 ans à Levallois, à Courbevoie, pardon. On voit aussi que cette colère, je pense qu'elle se ressent notamment très fortement dans la société et chez des personnes de plus en plus jeunes. On a dit, Erwan Lecoeur, et beaucoup de penseurs l'ont théorisé, qu'on avait une France fracturée entre la France des villes et la France qui n'est pas celle des villes, et je ne dis pas la France rurale à dessein. Précisément, est-ce que ce vote Rassemblement national s'étant moyennisé, ayant atteint toutes les couches de la société, est-ce que ça casse cette idée d'une France qui serait coupée en deux, justement ? Non, ça la renforce en partie. Ça la casse sur certains domaines. C'est-à-dire, en effet, au niveau, par exemple, du revenu, les riches votent Rassemblement national, votent énormément Zemmour, mais aussi Rassemblement national désormais, en 2024. Les gens qui travaillent dans le public commencent à voter également. Les retraités, les jeunes, finalement pas tant que ça. Les jeunes, en gros, sociologiquement, on peut dire, grosso modo, mais vous me direz si vous êtes d'accord, les jeunes votent plutôt à gauche. Ils votent aussi Rassemblement national, mais plutôt à gauche. Les 35-65 ans votent plutôt Rassemblement national, et les plus de 65 ans, et plus de 70 ans notamment, votent à droite, et donc désormais Macron. La structure du vote, en termes d'âge, c'est à peu près celle-là. Ensuite, les plus pauvres ne votent pas du tout. Certains votent à gauche. Les un peu moins pauvres votent pour le Rassemblement national, chômeurs, employés, etc., votent pour le Rassemblement national ou un peu pour la gauche. Et les riches votent toujours à droite. Là, on a une structure. Et désormais, à l'extrême droite également. On a des structures sociologiques qui ne bougent pas. Là où vous avez raison, c'est que les périphéries, et j'emploie le terme de périphérie parce qu'en gros, les gens se représentent eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont en périphérie ? Vous habitez à 30 km d'une ville un peu importante, d'une métropole, et vous vous sentez en périphérie. Vous vous sentez à l'abandon.
à côté. Vous ne vous sentez pas dans le monde tel qu'il vit à la télévision, par exemple. Et il faudra revenir sur la question des médias, parce qu'on ne dit pas assez à quel point les médias ont transformé nos représentations du monde et nos représentations de c'est quoi vivre ensemble. Et puis on définira les médias aussi. Et les médias aussi, si vous voulez. Mais quand vous ne vous voyez pas à la télévision, vous êtes un jeune qui vit en milieu rural, en périphérie, et vous voyez que des jeunes de banlieue qui cassent, en effet, ou qui font... qui se révoltent, qui ne sont pas contents, vous dites mais pourquoi est-ce qu'eux ils passent à la télé, pas nous? Je dis ça parce que dans les groupes qualitatifs que l'on fait, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes disent pourquoi eux ils passent à la télé? Ils passent pas pour de très bonnes raisons et ils sont pas aidés pour autant. Mais bon, et là on a je dirais des différences qui deviennent des clivages, c'est-à-dire clairement il y a le clivage périphérie, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur, je suis en dehors du monde, je suis déclassé. C'est le déclassement social. Même pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ils se pensent déclassés. Ils pensent que par l'honneur ethnique qu'ils vont rénover en votant Rassemblement National, eh bien, ils vont se retrouver une place dans la société. Et ça ne concerne pas que les petits blancs. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes d'origine juive, maghrébine, etc., votent pour le Rassemblement National pour se redonner une place dans la société. Donc, c'est plus trop une question de racisme ou autre, c'est une question de déclassement social et en quoi le Rassemblement National est devenu un vote d'enthousiasme pour faire partie de ceux qui en sont. Qui en sont de quoi? Du peuple. De ce fameux peuple. 80% des Français pensent qu'ils font partie du peuple. Donc, voilà. Mais ils parlent du peuple, eux, les petits contre les gros. Sauf que ce peuple, il est également... Il y a le démos dans le peuple et il y a le ethnos. Et de plus en plus, ce peuple, soi-disant démocratique, devient un peuple ethnique. Gilles Candard, quelle responsabilité de la gauche française dans cette France clivée, pour reprendre le terme d'Erwan Lecoeur, quand on voit que le nouveau Front populaire a fait des meilleurs scores en ville que dans les périphéries? Je crois que c'est François Ruffin qui parle du rétrécissement du champ idéologique de la gauche aux villes seulement, quand on voit un Fabien Roussel ou justement un François Ruffin qui ont été mis en difficulté hors des villes. Le constat est indéniable. Nouveau Front populaire, si on compare juste le Front populaire de 36 et le nouveau Front populaire de 2024, le Front populaire de 36, c'était 32% européennes, 28% législatives. Le Front populaire de 1936, c'était 57%. Il était majoritaire d'emblée à partir du moment où il se constituait. La question à l'époque était de savoir s'il allait se constituer. Mais à partir du moment où les deux grands partis ouvriers, communistes et socialistes, et le grand parti, disons, des classes moyennes, des fonctionnaires, et de la démocratie rurale, le Parti radical s'unissaient, on savait qu'il y avait une majorité sociologique et une majorité politique. La gauche française a abandonné aujourd'hui. Alors, elle a abandonné. Elle est, ça je crois effectivement, comme beaucoup d'autres, que la gauche est en difficulté sur les questions sociales. Qu'est-ce que c'est que la gauche à l'origine, si ce n'est une promesse d'aller vers la république sociale, démocratique, indivisible et laïque, pour reprendre la formulation qui est dans notre Constitution depuis la Libération. C'est ça le message originel de la gauche. Et il est certain que depuis un certain nombre de décennies, la gauche, disons, a incarné les politiques, a mené à bien un certain nombre de réformes, a fait des choses, mais qu'effectivement, elle a déçu, disons, sur le front de la promesse, disons, d'égalité, de reconnaissance sociale, de lutte pour... Pas seulement d'ailleurs le pouvoir d'achat, qu'on pourrait dire de manière classique, mais disons la reconnaissance des droits, de la dignité des ouvriers. Il y a eu comme une difficulté, une hésitation à penser l'entreprise. En 1981, on avait commencé à beaucoup parler des lois Auroux, de démocratie dans l'entreprise, d'une autre manière. Puis ça s'est assez vite perdu, si vous voulez. Parce que la gauche n'a pas su, je crois, c'était même pas une question de mauvaise volonté, la gauche n'a pas su comment effectivement transformer réellement la société en dehors de réformes, disons, décidées un peu d'en haut. Donc je crois que c'est bien cet enjeu de démocratie sociale qui se pose à elle. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a des zones de force, effectivement, dans les villes, alors pas seulement les métropoles, de même que le Front National, il n'y a pas que les pauvres, il y a aussi des riches qui votent le Rassemblement National. La Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les banlieues proches des grandes villes votent encore à gauche et très à gauche. Mais effectivement, il y a toute une partie de la société que la gauche doit reconquérir. Et à mon avis, ça passe plus par une démarche démocratique et modeste
comme effectivement, dans un style un peu différent, aussi bien Ruffin que Roussel l'ont dit. Alors, je ne critique pas les autres en disant cela, mais disons que le modèle qui viendrait entièrement du haut et où on indique toujours au bon peuple ce qu'il faut faire, c'est un modèle qui, à mon avis, ne fonctionne qu'à court terme. Parce que ça veut dire que si l'enthousiasme ou si le leader s'évanouisse, il ne restera après plus grand-chose. Or, il faut tout de même anticiper. Hein. Et je pense que cette anticipation n'a pas forcément lieu dans la partie de la gauche qui est pourtant bien armée pour représenter ces milieux sociaux. Je voudrais encore qu'on explore les raisons de la fracture, Flore, et en évoquant notamment la responsabilité éventuelle du chef de l'État. Il n'a pas vraiment été aveugle, Emmanuel Macron, à la fracture grandissante entre, disons pour résumer brièvement, grossièrement, les métropoles et les territoires périurbains et ruraux. Bien sûr, il a vécu la crise des Gilets jaunes 1 an et demi après son accession au pouvoir. Il a tenté ce grand débat, mais visiblement, il n'a pas réussi à résorber la fracture qu'il a observée, dont il a fait le constat. Oui, complètement. Mais malgré tout, il a dissous. Et quand on regarde les sondages depuis 2017, la montée du Rassemblement national, elle est inexorable. Ils ne font que monter. Et il a malgré tout dissous. Et cette fracture, par exemple, je pense pour les banlieues ou les quartiers populaires, il y avait le plan Borloo quand Emmanuel Macron a été élu, qu'il a abandonné. Et je pense quand même une chose, c'est que finalement, ces quartiers populaires qui sont quand même une grande part de la société et que les insoumis, eux, ont réussi à leur parler, en tout cas Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, quand on le voit apparaître dimanche soir avec Rima Hassan et son kéfi, on imagine bien qu'il parle à ces électeurs populaires qu'Emmanuel Macron a complètement laissé de côté, puisque ce grand plan Borloo, sur lequel, d'ailleurs, Jean-Louis Borloo avait travaillé et que finalement, sur lequel Emmanuel Macron a renoncé. Aujourd'hui, on voit qu'il fait des opérations place nette XXL pour combattre le trafic de drogue, mais au final, la fracture, il l'a peut-être pas creusé, je peux pas, enfin j'ai pas assez d'éléments pour dire s'il a creusé cette fracture entre les banlieues et le reste de la France entre guillemets, mais c'est sûr qu'il n'a pas fait en sorte de les prendre en compte et d'y amener de refaire que la vie soit plus visible. Le taux de chômage était énorme. On voit les émeutes qu'il y a eu après la mort de Naël. Donc, je pense que là-dessus, il y a une fracture qui est immense et que je pense qu'Emmanuel Macron était largement au courant, oui. À propos de dire au bon peuple ce qu'il doit faire, comme vous disiez, Gilles Candard, l'actualité de la journée, c'est le dépôt des listes pour les candidatures pour le second tour à 18h aujourd'hui. À l'heure où l'on se parle, vous m'arrêtez si je me trompe, mais a priori, on se dirige à minima vers une majorité relative forte pour le Rassemblement national. À minima, on y verra plus clair ce soir sur la stratégie des différents partis. D'un mot, Erwan Lecoeur, puisque l'extrême droite, c'est votre champ de compétences précis. Pendant que tous les appareils se tentent des fronts républicains avec plus ou moins de réussite, on va en reparler. D'ailleurs, un peu comme pour la campagne pour le premier tour, le Rassemblement national poursuit son bonhomme de chemin. Oui, sur une seule ligne. Et en le disant, vous le notez immédiatement. D'un côté, il y a un front national, comme dirait Maurras en 1934, qui a été donc le Front National de 1972, qui est recomposé aujourd'hui, puisque le Rassemblement National plus une partie de LR, ça fait un nouveau Front National. Donc il y a un Front National avec une tête, Jordan Bardella, une tête bien faite à l'extérieur, pas forcément à l'intérieur, mais ça suffit parce que nous sommes dans un monde médiatique et il suffit d'avoir de jolies dents et de parler bien. Je le dis rapidement, mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans notre pays, c'est qu'en gros, nous sommes dans le domaine des passions absolues et plus du tout. C'est-à-dire que vous pouvez dire Jordan Bardella ne comprend même pas le programme de Marine Le Pen, ça ne change rien. Les gens l'adorent. Un point, c'est tout. C'est comme Donald Trump qui dit je pourrais aller tuer quelqu'un sur la 5e avenue, on ne me le reprocherait même pas. On en est là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans quel état psycho-émotionnel est notre société. Donc Jordan Bardella, lui, il est seul, il avance, il prend Ciotti avec lui et il, comme disait l'autre, une brute qui marche va plus vite que 2 intellectuels assis. Et c'est la sensation qu'on a. Hein, c'est du Audiard. C'est la sensation qu'on a, c'est-à-dire à gauche, au centre, tout le monde est dans la confusion la plus totale. On ne sait pas qui se désiste, pourquoi, comment. Jean-Luc Mélenchon ne se désiste pas, alors qu'il y a les gens de la France insoumise. C'est la bardélisation du monde. Je fais ce jeu de mots depuis quelque temps, mais il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire, depuis qu'Emmanuel Macron a donné le top signal de désormais c'est le chaos intégral,
plus rien ne vaut rien et allons-y franco pour à peu près n'importe quoi. Hein, les extrêmes, en quoi la FI est un extrême, je ne sais pas. Il faudra que M. Macron nous l'explique un jour. C'est le nombre de fautes politiques que le président a en effet fait depuis quelques années est assez insondable. C'est vraiment un puits sans fond. Et là, la dernière faute politique en date, c'est la dissolution qui a, comme vous l'avez noté, c'est d'un côté, c'est Bardella qui demandait à Mélenchon de dissoudre. À Macron, pardon, de dissoudre. Et il le fait. C'est ça qui est absolument incroyable dans ce pays. C'est qu'en gros, pour avoir l'air plus malin que les autres, Macron fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, sauf dans la tête de Jordan Bardella et donc de Marine Le Pen. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez raison, la question du deuxième tour, je vais être très sincère, il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour le Rassemblement national dans les faits. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils ont encore une petite réserve de voix. Personne n'ose le dire, mais ils ont encore une réserve de voix. Deuxième chose, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas allés voter au premier tour. Qui ne sont pas allés voter et qui vont venir au secours de la victoire, parce que les Français adorent venir au secours de la victoire, toujours. Et donc, comme ils voient que Bardella peut gagner, eh bien, il y a plein de gens qui sont de droite et qui vont aller voter pour Bardella, qui peut gagner, parce qu'ils veulent être du côté des vainqueurs. Ça, c'est un premier élément dont on tient très peu compte en sociologie, en psychologie. Et l'ambiguïté du Front républicain c'est plus qu'une ambiguïté. Il n'y a plus de Front républicain. Une responsabilité. Il n'existe plus de Front républicain dans ce pays. Tous les sondages et toutes les enquêtes que l'on a fait, à gauche, une partie non négligeable des gens ne va pas aller voter pour le Front républicain. Il y a plein d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne voteront pas pour les macronistes. C'est hors de question. On leur a fait le coup en 2002, en 2017, en 2022. Dans les groupes qualitatifs, les gens disent c'est fini. Et l'inverse c'est vrai. Les électeurs macronistes n'iront pas voter plus, les électeurs macronistes n'ont jamais fait de Front républicain. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Eux, les électeurs macronistes, c'est les plus de 70 ans. Ils ont toujours été tranquilles. Ils pensaient qu'ils allaient finir leur vie tranquillement avec Macron qui allait guider la chose. Et Macron dissous. Donc ces gens-là sont perdus et ne savent pas ce que c'est que le Front républicain, ne savent pas comment faire. Donc même s'ils disent dans les sondages à 70%, ce serait bien de ne pas avoir le Rassemblement national, ils ne vont pas le faire à plus de 20, 25, 30%. Et donc ça ne suffira pas. Gilles Kandar, dans un instant, on va revenir sur la stratégie de la gauche qui, effectivement, se fissure autour notamment de la figure de Jean-Luc Mélenchon. Mais Flore, d'abord, sur l'affichage d'Emmanuel Macron, on se souvient qu'avant ce premier tour, il a fait campagne avec une espèce d'amalgame de toute la gauche qualifiée d'extrême, censée faire face à l'extrême droite. Est-ce qu'il peut tenir aujourd'hui vraiment une ligne de clarté en appelant à un front républicain, sachant tout ce qu'il a dit avec les siens avant le premier tour ? Oui, c'est vrai que pendant toute la campagne, il a porté ses coups à gauche. Hein. C'était l'ennemi, puisqu'on en est là, on l'a dit, était donc ce nouveau Front populaire. Et aujourd'hui, c'est en effet le Rassemblement national, sauf qu'Emmanuel Macron, on le voit, il est très seul. En fait, ce qu'il a dissous, c'est sa majorité au final. Quand on regarde, et il est revenu là sur le devant de la scène le clivage gauche-droite au sein de la Macronie, parce que quand on regarde Bruno Le Maire, Édouard Philippe, c'est ni RN ni LFI. Gabriel Attal, lui, il emprunte encore un autre chemin. Il dit aucune voix ne va au Rassemblement national. Donc là encore, il se met à rêver maintenant d'une grande coalition à l'Assemblée nationale qui irait qui appelle à une grande coalition, qui appelle à une grande coalition avec la gauche, la droite. D'ailleurs, le fait de suspendre la réforme du chômage, c'est clairement un appel. Il le dit d'ailleurs lui-même. Il l'a dit hier sur TF1. C'est une main tendue à la gauche. Et puis ce qu'il dit Gabriel aussi, Attal qui est en campagne en ce moment, on le voit sur ses images en direct. Ah oui, il est à Paris. Et ce qu'il dit aussi, Gabriel Attal, c'est qu'il faut changer la façon de gouverner. C'est aussi pour ça qu'il a suspendu sa réforme du chômage, parce qu'on a vu pendant 2 ans un peu la brutalité avec laquelle a gouverné, à l'époque c'était Elisabeth Borne, à coup de 49.3, passer des lois qui allaient contre l'opinion. Et là, il dit on va changer. Donc voilà, il change. Il suspend cette réforme qui était très controversée, cette réforme du chômage. De l'assurance chômage. À gauche notamment. Donc là, c'est sûr qu'il veut... Il veut appeler les élus de gauche et les électeurs de gauche. À se demander si Emmanuel Macron, finalement, ne souhaite pas cette cohabitation. Je vous cite ce que disait Jean-Louis Bourlange ce week-end dans Le Monde, qui est une voix modérée, une voix respectée, candidat sortant du MoDem, qui posait la question ce week-end dans Le Monde, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une chambre ingouvernable Est-ce qu'il vaut mieux, une chambre ingouvernable ou une majorité absolue au Rassemblement national ? Voilà, à se demander si finalement Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, Gilles Kandar, Emmanuel Macron ne souhaiterait pas y aller d'une certaine façon. Bon, je ne veux pas rentrer dans la tête d'Emmanuel Macron. C'est vrai que l'hypothèse a été avancée.
disons, il s'estime beaucoup, il a une très grande confiance dans son intelligence, il souhaiterait avoir une place dans l'histoire. Peut-être qu'il peut y avoir le côté romantique, levez-vous, orage désiré, je suis dans la tempête, seul contre les fachos, et je vais laisser une grande place dans l'histoire de France. Bon, c'est une possibilité, mais enfin, je me garderai de l'avancer de manière certaine. Et puis après, en histoire comme en politique, il faut voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est certain qu'actuellement, l'enjeu de l'élection est de savoir si la majorité absolue va être atteinte par le Rassemblement national, soit 289 députés, avec ses alliés, soit non. Bon. Et effectivement, la responsabilité, à mon avis, des oppositions est d'essayer de l'empêcher. Il me semble qu'à gauche, disons que le travail est fait, même, je dirais, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, dont on pouvait craindre les surenchères, mais concrètement, ils appliquent effectivement la tactique éprouvée du retrait ou du désistement, y compris pour, en principe, soutenir Madame Borne dans le Calvados, ce qui effectivement n'est pas évident. Donc le travail est fait. Après, je rejoins mon collègue politiste. Il n'est pas sûr qu'effectivement l'électorat suive toujours. Enfin, on sait bien que tout l'électorat ne va pas suivre. Donc la grande question est de savoir s'il va y avoir suffisamment, si ça sera plutôt les 3/4 ou plutôt les 2/3 ou la moitié. Et c'est évidemment dans cet écart que va se jouer la majorité absolue ou non pour le Rassemblement national. Mais actuellement, c'est ça l'enjeu, quoi. On se quitte 3 minutes, Erwan Lecœur, je vous donne la parole juste après la pause. À tout de suite. 10h30 à Paris, vous êtes dans Parlons-en et on évoque bien sûr les stratégies des uns et des autres à 5 jours maintenant du second tour des élections législatives anticipées. Nous sommes avec Erwan Lecœur, rebonjour. Rebonjour. Spécialiste de l'extrême droite, Gilles Candard, historien, rebonjour. Rebonjour. Spécialiste de la gauche et Flore Simon, Ballot Centre, rebonjour Flore, rebonjour. Du service politique de France 24. Je voudrais avant d'évoquer la gauche à nouveau, revenir sur la stratégie du camp présidentiel. Les propos du chef de l'État en matière de front anti-RN ont été relativement clairs, ceux de Gabriel Attal aussi, et pour autant tout le monde ne suit pas le chef. On a largement évoqué ces dernières semaines la fracture qui existe entre Emmanuel Macron d'un côté et le reste de ce qu'il reste de son parti de l'autre. J'ai 2 questions, Flore, à propos des candidats du centre qui se maintiennent dans ces triangulaires. D'abord, comment l'expliquer ? Pourquoi est-ce qu'on se maintient à une élection qu'on est sûr de perdre ? Et quels calculs politiques font les macronistes aujourd'hui qui disent ni LFI, ni RN ? Qu'est-ce que ça dit de leur projection sur l'avenir ? Oui, alors déjà, oui, dans les candidats qui se maintiennent, il y a par exemple Loïc Signor, porte-parole de Renaissance dans le Val-de-Marne, qui lui se maintient face à Louis Boyard, donc pour la France Insoumise, et un candidat Renaissance. En fait, lui, il estime, Loïc Signor, je le cite, pour que la circonscription ne tombe pas aux mains du RN. Donc on imagine bien que la radicalité, en quelque sorte, de Louis Boyard, qui est un insoumis que la majorité estimerait plutôt du côté radical que modéré des insoumis, on va dire, ferait en fait... finalement, les électeurs voteraient plus facilement pour le Rassemblement national que pour Louis Boyard, qui effraie plus, et c'est vrai que certains insoumis effraie parfois plus les électeurs que le Rassemblement national, qui s'est normalisé aux yeux de certains électeurs, alors que les insoumis peuvent parfois faire plus peur. D'ailleurs, on le voit dans les sondages d'opinion. Donc lui, il estime que se maintenir, ça permet d'être finalement la voie modérée entre donc cet insoumis et lui, et que finalement les électeurs pourraient plus facilement se diriger vers le camp présidentiel. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie de ceux qui ne se désistent pas, c'est un peu parce que c'est la raison que je viens de vous dire, c'est qu'en fait les insoumis, on le voit, effraient parfois plus que le Rassemblement national. Donc ils estiment qu'ils pourraient récupérer les voix de cette gauche effrayée par l'épouvantail insoumis version Jean-Luc Mélenchon, mais qui veulent bien sûr absolument pas voter Rassemblement national. Il serait donc la voie du milieu, celle finalement la logique, le bulletin de vote logique pour ces électeurs-là. Erwan Lecœur, est-ce que cette fronde de la frange droite de la Macronie présage d'une recomposition qui serait emmenée par des Édouard Philippe, Gérald Darmanin, etc., dans une future assemblée ? Oui, bien sûr. Ils sont en train de jouer le coup d'après, c'est une évidence. Et
Édouard Philippe notamment, qui se voyait très très bien comme le seul pouvant se présenter et gagner en 2027, ce qui n'est plus le cas depuis quelque temps. Face à Marine Le Pen, il n'est plus capable de gagner non plus, comme tous les autres. Donc d'abord, il y a cette frange-là qui joue le coup d'après, qui joue la mort d'Emmanuel Macron, ce qui est quasiment potentiellement viable. On a deux solutions, en fait, à partir du 8 juillet. Soit le RN est majoritaire à l'Assemblée, Jordan Bardella est Premier ministre, et Emmanuel Macron, qui a fait le pari d'une cohabitation dans laquelle il épuiserait son jeune Premier ministre, ce qui est un pari absolument idiot, absurde et imbécile au sens politique du terme. C'est ne pas connaître l'histoire et c'est ne pas connaître la sociologie du Rassemblement national. C'est ne rien comprendre à ce qu'est le pénisme depuis 40 ans. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron pense que lui tout seul, parce qu'il est désormais vraiment seul, il n'a même plus de conseiller qui veut travailler avec lui, vraiment seul, il n'a plus de Premier ministre, il n'a plus rien, espère tenir plus de quelques mois face à Marine Le Pen, Bardella, tous les gens qui sont derrière et la démocratie, je crois qu'il se trompe encore une fois très lourdement. Ça, c'est le premier point. C'est ça sa stratégie potentielle. L'autre potentialité, c'est Emmanuel Macron reprend la main parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Il reprend la main, il nomme un gouvernement technique, des préfets, des hauts fonctionnaires, etc. Et il essaye de diriger. Mais pareil, il nous donne juste un petit peu de sursis, mais c'est quand même lui qui a mis le chaos et le bordel dans le pays, le bardel, dirais-je. Et donc, personne ne va le suivre en réalité. Et pour trouver une majorité, ça va être très complexe. Et donc, ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est que Emmanuel Macron est encore en 2017. C'est ça qui est fou. Dans sa tête, il pense encore qu'il peut y avoir une majorité autour de lui, une majorité raisonnable contre les méchants extrêmes. Mais c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le problème, c'est lui. Et il ne s'en rend même pas compte. C'est pour ça que je disais, et Mélenchon, et Macron, et Le Pen sont les trois personnages qui ont pensé que tout allait se recomposer autour d'eux dans la tripolarisation du champ politique. Aujourd'hui, ces trois personnages ont fait exploser le champ politique d'une façon ou d'une autre. Et le grand gagnant, c'est celui qui nage le mieux en eau trouble, c'est-à-dire le Rassemblement national. Et mon dernier point, c'est quand même qu'on a parlé de la gauche, de Jean-Luc Mélenchon et du centre. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de front républicain capable de sauver le soldat Macron. Parce que, et à gauche, et à droite, et même au centre, vous l'avez très bien dit, plus personne ne veut sauver le soldat Macron. Et donc, plein de gens vont s'abstenir. Une des choses qu'il va falloir regarder dimanche prochain, c'est le niveau de l'abstention et du vote blanc. Il va y avoir un vote blanc, à mon avis, assez important, qui va tout simplement démontrer quelque chose, c'est cette fois, on ne joue plus. Tant pis, allons dans le Rassemblement national. Et là où Emmanuel Macron a aussi, je le disais tout à l'heure, fait une erreur historique, comme beaucoup de gens dans ce pays, c'est de penser qu'on peut donner le pouvoir au Rassemblement national et le reprendre 2 ans plus tard, sous prétexte qu'il aurait échoué. En Inde, en Turquie, en Russie, partout dans le monde, quand ces pouvoirs-là, de type autoritaire, qui ne sont pas seulement de droite, qui sont autoritaires, prennent le pouvoir, ils ne le rendent pas. Et il faut en sorte de ne pas avoir à le rendre, notamment en prenant tous les médias, dont les médias publics, qu'ils vont privatiser. On parle de l'exemple italien qui a fait des très bons scores aux européennes, notamment Giorgia Meloni, dont on pensait au départ, dont l'élection au départ avait fait... bien, sans regarder qu'elle a pris tous les médias, toute la culture, elle a placé ses hommes partout, et on ne s'en rend même pas compte. Y compris dans les médias publics. Alors, quelle gauche demain face à Emmanuel Macron? Tempête dans les cerveaux des Français de gauche depuis plusieurs semaines. Je voudrais qu'on écoute Raphaël Glucksmann, qui l'a dit assez clairement hier soir chez nos confrères de TF1. Je comprends tous les vertiges, je comprends toutes les angoisses, je comprends tous les doutes. Moi-même, je suis pétri de doutes dans cette situation. Il n'y a jamais de choix là qui nous fait plaisir. Mais ce que je veux, c'est qu'on hiérarchise les problèmes, les menaces, les périls. Et aujourd'hui, quelle est la menace qui pèse sur la République française? Qui peut avoir la majorité absolue? C'est le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Et donc, il faut savoir s'effacer, il faut plonger en soi et trouver en soi la force de voter pour des gens, certes, qu'on n'aime pas, même qu'on combat. Gilles Kandar, quand Raphaël Glucksmann, qui a emmené avec lui beaucoup de sociodémocrates lors des européennes, qui représentent une partie des espoirs de la gauche française, dit il faut trouver la force en soi, et ça lui coûte de le dire, de voter pour des gens qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que ça dit de la capacité de cette gauche française demain, après-demain, dans 3 semaines, à incarner quelque chose de façon unie?
C'est à la fois la force et la faiblesse de la gauche. C'est la grande difficulté. La gauche sait s'unir dans des cas de danger. C'est le Front républicain, Barrage républicain, c'est un peu elle qui l'a inventé. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais 1885, 1936, on pourrait développer des tas d'exemples. Et en même temps, après, il y a la question de savoir, évidemment, pour mettre en œuvre quelle politique si on arrive au pouvoir. Et là, il y a la vieille formule qu'il reprend, qui était d'un dirigeant communiste oublié aujourd'hui, Diane Fajon, directeur d'Humanité. L'union est un combat. En même temps que, disons que le dispositif de rassemblement des gauches se met en place, et on a vu que là, il fonctionnait, mais évidemment, pour une gauche qui est globalement très affaiblie par rapport à ce qu'elle était autrefois. Mais disons, pour le tiers de l'électorat qui vote encore à gauche, ça a plutôt bien fonctionné. Et de place publique aux socialistes, aux insoumis, aux écologistes, etc., le dispositif est cohérent. Et pour ça marche dans les appareils, mais est-ce que ça marche dans la tête des électeurs ? Pour, disons, la partie de l'électorat qui est restée fidèle à gauche et dont on a vu effectivement les limites, c'est-à-dire beaucoup d'ailleurs les grandes villes, les banlieues proches, et puis parfois un certain nombre aussi de zones rurales, mais l'Ariège, etc. C'est vrai que là, avec des zones de faiblesse. Donc le dispositif fonctionne. Il y a des signes également d'espoir, après tout, dans le résultat. Il faut peut-être également les indiquer. On voit bien que les directives autoritaires à gauche fonctionnent peut-être moins bien qu'à droite ou à l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon souhaitait éliminer de la vie politique un certain nombre de frondeurs insoumis. Il en avait ciblé 5, il y en a un qui a renoncé tout de suite. Sur les 4 autres, il y en a 3 qui vont revenir vraisemblablement dans l'Assemblée nationale de demain, et une seule, Raquel Garrido, qui renonce. Donc, il y a, disons, des signes d'évolution, de recomposition en cours. Mais ils sont encore très, 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 très fragiles. Oui, Mélenchon, dont on connaît les pratiques de très peu de démocratie interne et dont les appels à sauver la République peuvent quand même laisser assez à minima dubitatif. Une petite digression sur la gauche, Flore, avec vous, et sur la campagne en général. Où sont les femmes dans cette campagne ? Il y a une femme dont on parle depuis quelques jours, c'est la patronne des Verts, Marine Tondelier. L'autre, Marine ? L'autre, Marine, qui s'insurge. Oui, en effet, il y a eu tout un échange de tweets hier entre... avec Marine Tondelier, Jordan Bardella qui veut débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon lui propose un insoumis, et puis Marine Tondelier dit non mais attendez. C'est mon tour. C'est mon tour, puisque les 2 derniers débats, c'était entre Gabriel Attal, Jordan Bardella, Manuel Bompard pour les insoumis, puis Olivier Faure pour le PS. Aujourd'hui, en effet, c'est son tour. Si on suit la règle édictée par le nouveau Front populaire, c'est que chacun débatte, chaque parti qui fait partie de ce nouveau Front populaire débatte. Pour l'instant, je crois que c'est pas encore... Il y a un débat qui va avoir lieu sur BFM. Mais on ne sait pas qui sera le représentant du nouveau Front populaire. Donc, en effet, où sont les femmes ? Erwan Lecoeur ? Oui, il y a quelque chose d'intéressant, même en termes sociologiques et médiatiques. C'est qu'en effet, il y a un vieux monde qui veut rester. Même avec un Jordan Bardella qui a 28 ans ? Oui, Jean-Luc Mélenchon, Macron, Le Pen. Bardella a pris la place de Le Pen, là, dans l'imaginaire. Il a pris la place de Le Pen et ça fonctionne. C'est quand même étonnant. Attal est en train d'essayer de prendre la place de Macron et certains diraient que ça pourrait fonctionner. Et à gauche, on a l'impression que celui qui disait « faites mieux » empêche toute personnalité médiatique d'émerger, alors qu'il y en a, et c'est ça qui est assez incroyable. Moi, je connais bien l'extrême droite, mais je regarde à gauche, il y a des personnalités bien plus intelligentes, bien plus capables qu'à l'extrême droite, où ils sont très très peu. À part Bardella, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi bons. À gauche, pour citer que quelques exemples, vous venez d'en citer une, chez les femmes, par exemple, la gauche aurait beaucoup intérêt à mettre une femme sur l'avant-scène plutôt qu'un vieux mâle dominant de plus de 70 ans. Mais ça, c'est un problème sociologique. Voilà. Par exemple, vous prenez évidemment Marine Tondelier, qui connaît le Front National. Elle vit dans une ville où ils sont majoritaires. Elle sait de quoi elle parle. Elle a une forme de courage, ça se voit, et tout le monde en parle depuis 2 jours. Il y a quelque chose, c'est elle qui a organisé le rassemblement finalement. Donc, elle est évidemment une des figures majeures potentielles de la gauche de demain. Il y en a plusieurs autres. Clémentine Autain est évidemment une figure majeure de la gauche de demain. C'est une évidence. Si Jean-Luc Mélenchon lui lâchait un peu la grappe, entre guillemets, elle serait évidemment beaucoup plus présente et beaucoup plus forte que lui, finalement, pour rassembler plein de gens. Je pense à Najat Vallaud-Belkacem qui, même quand elle ne le veut pas, elle est au centre du jeu puisqu'on parle que d'elle. Le Rassemblement national ne cesse de lui taper dessus. Najat Vallaud-Belkacem, elle incarne quelque chose à gauche que beaucoup de gens aimeraient voir émerger. Vous voyez, vous avez 3 jeunes femmes
qui pourrait être vraiment l'avenir des gauches, au sens, si jamais il y en avait plusieurs, et de l'écologie. Et elles sont empêchées par, en l'occurrence, vous l'avez dit, un groupe de personnes rassemblées autour de Jean-Luc Mélenchon. À propos de l'autre Marine, Erwan Lecœur, Marine Le Pen, est-ce que d'aucuns d'opposants du RN feraient le pari que ce pas de deux en ce moment entre Marine Le Pen et Jordan Bardella se finira par un drame entre les deux? C'est évident. C'est évident. Pour bien connaître l'histoire de ce parti depuis 1972, les numéros 2 ont toujours échoué. Qui est le numéro 2 aujourd'hui? Alors, pour l'instant, c'était Jordan Bardella jusqu'il y a peu. La question qui se pose à Marine Le Pen, c'est dans quelle place elle se met dans le dispositif. Moi, je fais le pari qu'elle prendra l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Ah oui. Non, il est hors de question qu'elle soit sous la coupe de Jordan Bardella. Si elle prend la présidence de l'Assemblée nationale, elle est celle qui prend le relais si jamais Macron est empêché, première chose, potentiellement. Ou avec le Sénat, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y aurait là un pas de 3 avec Sénat, Assemblée et Macron. Donc je pense que c'est ça son pari, parce que en gros, Marine Le Pen, elle sait très bien, et elle l'a vécu avec son père, et un autre Bardella de l'époque qui s'appelait Bruno Maigret. Je rappelle, Bruno Maigret et Bardella, c'est un peu les mêmes. Ils sont plus à droite, plus identitaires, ils sont plus durs, et ils ont plus une tête, je dirais, de jeune premier qui n'en veut que les Le Pen. Donc moi, je fais un parallèle assez fort, parce que d'abord, la stratégie est un peu la même. Bardella est très extrême droite et rassemblons les droites, un peu sur la ligne d'ailleurs d'une certaine Marion Maréchal. Donc je fais un peu le parallèle, et aujourd'hui, Bardella était le numéro 2, mais Le Pen est en train de devenir la numéro 2 si elle n'y prend garde. Et donc, oui, il y a un certain nombre de personnes qui fondent beaucoup d'espoir sur la nouvelle guéguerre interne et la scission potentielle que cela pourrait entraîner. Gilles Candard, le mot de la fin? Pour la guerre interne, il faudra voir, parce que certains disent que comme Bardella est lié à la famille Le Pen aussi. C'est tout à fait. Personnellement, il s'est séparé. Il était lié, je crois. Oui. Voilà, sans pouvoir faire la rubrique affective. Gilles Candard, voilà, à 5 jours d'un scrutin historique. Il faut peut-être justement regarder plutôt du côté de la République et disons des forces collectives. Donc des groupes de citoyens, les syndicats, les partis, les revues, les journaux, et disons essayer de faire vivre la démocratie, parce que les grands leaders ou autres, ils jouent leur rôle, mais ils passent. Et donc, ça sera, disons, à nous, citoyens, de faire vivre, et j'espère, d'empêcher cette expérience qui me semblerait très, très dangereuse, et si jamais elle devait avoir lieu, d'essayer de faire pour que, comme au Brésil, il y a quelques cas quand même où la droite autoritaire a pu quitter le pouvoir au bout de quelques années. Il faudra espérer que nous soyons dans ce cas-là plutôt que dans les autres que vous évoquiez tout à l'heure. Comparaison, la gauche s'apprête notamment à prendre sa revanche au Royaume-Uni d'ici 2 jours. Ça sera le sujet de l'émission d'après-demain. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Erwan Lecœur, Écologie, au Barbarie, au Petit Matin, ça sort d'ici quelques semaines. Gilles Candard, Pourquoi la gauche au PUF. Merci beaucoup Flore du service politique de France 24. On se retrouve dans un quart d'heure pour le journal de 11h. À tout à l'heure.